nous allons vous présenter un peu notre retour d'expérience. Vous avez bien compris, comme l'a dit Isabelle Nicolet, comme l'a dit Fabrice, que votre d'expérience, c'est une étape indispensable, c'est un élément incontournable pour toute structure, toute organisation, qu'elle soit la psychiatrie, le soin à domicile, enfin voilà, pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on est tous d'accord là-dessus. La difficulté, c'est qu'effectivement, faire un retour d'expérience, ce n'est pas si facile que ça. On a vraiment cette culture de revue de mortalité. Et puis, pour pouvoir réussir, les conditions de réussite dans ton expérience, eh bien, c'est d'analyser de façon approfondie ce qui s'est passé, les événements indésirables. Et on le voit souvent, l'analyse, quand on voit, je pense à ce que tu disais, quand c'est inévitable, c'est parce que souvent, on voit que c'est inévitable parce que l'analyse n'est pas assez approfondie. Plus on approfondit, plus on va au fond d'analyse, plus effectivement on va dire, ben oui, non, finalement, quand on regarde tout ça, c'est évitable. Et c'est là aussi un petit peu notre travail que nous faisons. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc dans notre expérience, finalement, c'est beaucoup interrogé sur l'analyse. Et là, ce qu'on va vous présenter, c'est une réanalyse, justement, des suicides et des tentatives de suicide. On vous présentera. Et puis, on vous présentera un petit peu notre retour d'expérience, à rejoindre un peu ce que disait Fabrice, parce que, effectivement, de toutes ces analyses, on en tire des enseignements aussi, nous, qui nous permettent, effectivement, d'être plus performants dans nos accompagnements. Donc, je vais peut-être commencer par nos missions, rapidement. Donc la SARAX, peut-être au cours de la journée, vous allez commencer un tout petit peu à nous découvrir. On est structuré, on appuie. Donc on est financé par la LS, on négocie, on travaille avec Isabelle Nicolet pour un programme, je dirais, annuel. C'est un programme d'action, et on est là aussi pour accompagner les axes politiques de la région de France, de la FS de France, et notamment on est engagé dans la prévention du suicide depuis de très longues années. Donc, notre champ d'intervention est très large, c'est tout l'Île-de-France, les établissements de santé, le médico-social et soins de ville. En même temps, on est une petite équipe, on est 6 personnes, mais vous avez compris, on est très motivés, on bosse beaucoup, on y croit, on est très convaincus. Donc ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour pouvoir vous accompagner. Alors, nos missions, notre mission principale, la mission de cœur, c'est d'accompagner les professionnels dans l'analyse d'événements graves. Nous, ce n'est pas uniquement le suicide, c'est aussi tous les événements graves qui peuvent se produire. Mais effectivement, on a vu depuis 2 ans, le nombre d'implications que nous faisons sur le suicide est de plus en plus important. Et puis, heureusement, là, effectivement, on est sollicité pour des situations complexes, dramatiques. Heureusement, on a aussi plein de projets que nous conduisons donc, en Île-de-France, que ce soit pour la certification d'établissement de santé, les programmes d'amélioration d'équipe qu'on appelle PACT, la prise en charge médicamenteuse, les chutes. On est vraiment centré sur des thématiques pour lesquelles on va renforcer la culture de sécurité. Voilà. Les risques périnataux, donc on a Anna qui est sage-femme et qui nous permet de beaucoup travailler sur ce sujet-là. Alors, sur le sujet de la prévention des conduites suicidaires, je vais expliquer en quelques mots comment on fonctionne. Effectivement, ça va dans le graphique, parce que présenté Isabelle Nicolet, c'est effectivement si vous avez une déclaration sur le volet 1, eh bien, donc, vous pouvez demander notre appui pour vous accompagner pour l'analyse. Généralement, on peut vous accompagner, généralement, on va sur site, on travaille en labo, et puis on va aussi sur site voir l'équipe, et on va mettre en place, on va faire une revue de morbidité et mortalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en établissement de santé. En médico-social, on appelle ça une réunion d'analyse des causes. La FML n'est pas encore tout à fait acculturée. Et donc, on va travailler, ce qui est important dans cette analyse, c'est de reprendre la chronologie des faits. Parce qu'effectivement, on a tendance à prendre l'événement juste au moment où il arrive. Là, quand on fait une compte, quand on remonte sur les antécédents du patient, sa prise en charge, son parcours avant l'hospitalisation, c'est là, effectivement, on va commencer à voir que le parcours du patient, il est quand même important. Et puis, on va analyser aussi les circonstances de survenue de cet événement. Et là, on retrouve ce que disait Fabrice, c'est effectivement l'environnement, les organisations, le management, comment c'est mis en place. Et puis, on va faire une analyse collective, ça c'est important, on va faire une analyse collective avec tous les professionnels de santé impliqués dans cet événement. Et nous, on est là pour faire un appui méthodologique. Pour pouvoir accompagner, parce que c'est une pratique qui est encore tout à fait acquise. Et puis on a ce regard extérieur aussi, ce regard extérieur, aussi l'habitude de gérer ce genre de situation qui n'est pas facile, mais une circonstance quand même assez traumatisante.
Voilà. Et puis l'objectif, bien sûr, c'est de mettre en place des actions d'amélioration, des actions soit correctives, immédiates, soit des actions préventives. Voilà. Donc, globalement, en 2021, on a analysé 15 situations. Je vais dire que c'est pas forcément beaucoup. Et ça veut dire 15 accompagnements. Et pour un accompagnement, ça prend du temps. Ça s'étale sur 3 mois, 6 mois. Sur le suicide. Sur le suicide. Au moins 3 mois, 6 mois, voire un an. C'est parce qu'on en a une centaine. Oui, une centaine dans l'année. Et en 2021, on a accompagné une quinzaine d'établissements. Voilà, sur les 62 quantités carrés, donc sur le site de l'ARS, on a à peu près donc, un quart. Donc notre participation, en fait, il y a de plus en plus d'équipes qui nous sollicitent. Alors, soit nous connaissent mieux, mais aussi on est là aussi soit pour les équipes qui déclarent pour la première fois et qui ne savent pas du tout comment faire, soit pour des situations complexes. On a vu des situations où il y a des séries de suicides, des récurrences compliquées, on avait établi. Là, effectivement, il y a vraiment besoin d'un soutien expert. Oui, c'est vrai que des fois, lorsque l'on reçoit les déclarations, spontanément, on prend notre téléphone, on appelle l'établissement, et là, on pense que la Starac, vous devriez préciser que vous souhaitez vous accompagner. Exactement, on ne l'a pas reconnu dans notre public de France, évidemment. Effectivement, la RS dit, oh là là, c'est un peu compliqué de ne pas faire, c'est un peu complexe. Est-ce que vous serez d'accord que la Starac vous accompagne? C'est vraiment le but. Puis après, donc, l'équipe de nous sollicite, puis après, on prend contact avec l'établissement et on engage, on a un travail, alors ça ne se fait pas qu'une réunion, ça se fait une préparation d'amont, on accompagne sur le volet 2, sur le plan d'action, parfois on suit le plan d'action, parfois on fait une visite sur place à la demande de l'ARS. Voilà. Les démarches d'accompagnement, elles sont à géométrie variable selon notre complexité. Alors nous, ce qu'on a dans notre expérience, ce qu'on a vu, donc, on a accompagné depuis quelques années, là, et bien, comme dit Anna qui dit effectivement, c'est les périodes vulnérables, et vous l'avez vu, c'est comme l'adolescence, c'est aussi la maladie grave, l'annonce d'un cancer ou une fin de vie. C'est aussi les gens qui passent en EHPAD et qui sont institutionnalisés, ça c'est important, ils sont aussi, ça crée des ruptures de l'isolement et ça fait basculer parfois dans la TS. Donc, effectivement, on fait beaucoup d'accompagnement de l'établissement de santé, bien sûr en psychiatrie. Bon, je ne vais pas revenir sur les arguments qui ont été évoqués. Également en pédiatrie, ça nous arrive en chirurgie aussi, en soins palliatifs, ça nous est arrivé. Et puis aussi des patients qui partent en permission. Et c'est là aussi on voit bien qu'effectivement, il peut y avoir un geste suicidaire pendant la permission, c'est des choses aussi qui arrivent. On doit connaître un peu de situation. Fréquence d'échange, un temps en EHPAD, voilà, donc là j'ai appris par les personnes âgées aussi. Et là on se pose plusieurs questions, on dit est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un accident? Voilà, parfois c'est pas si facile que ça. Donc, en dehors de cet accompagnement qui effectivement est une bonne partie de notre activité, on a travaillé sur une grille d'évaluation du risque suicidaire. Donc d'abord, par contre, non, on diffuse la grille d'évaluation du risque suicidaire. Pas la mienne. C'est pas la tienne. Donc je sais pas quelle est c'est la grille d'évaluation du risque suicidaire de Monique Seguin. Et, ah d'accord, moi je ne sais pas partie. Oui. Voilà. En tout cas, cette grille, on la diffuse en mode, elle est quand même très pratique. C'est urgence, risque, dangerosité. Urgence, dangerosité, risque. UDR, c'est ça, voilà. Et elle est quand même très pratique, et je pense qu'on ne l'avait pas sur notre site, hein, si vous voulez la voir. Elle est sur le site. Elle est sur le site déjà, je pense. Oui, c'est vrai. Et donc, ça permet d'évaluer le risque suicidaire qu'une patiente, que ce soit à son admission, même en préparant, en consultation d'admission, on n'a pas l'admission et en contrôle de ces choses. Donc, elle est quand même très bien, très pratique. Et puis, on a travaillé, effectivement, on voit l'analyse des produits suicidaires est quelque chose qui est difficile à faire. Et que ce que vous disiez, c'est que le portail national, ce qu'il propose, la grille alarme, elle n'est pas pratique, elle a beaucoup de limites, en fait, c'est très limité pour déclarer l'analyse d'un suicide, c'est des professionnels qui ne s'y retrouvent pas. Donc on a décidé, donc c'est notre programme d'action, de travailler, d'élaborer une analyse qu'on va vous présenter après. C'était élaboré aussi avec la Fédération des structures d'appui. En fait, ce matin, on disait que dans chaque région, il y a une structure d'appui, comme la nôtre. Et donc, on a mutualisé nos compétences, on a élaboré cette grille ensemble. Et puis, donc, Fabrice, retravailler sur cette grille pour qu'elle soit parfaite. Et puis, par ailleurs, effectivement, on fait de la formation, on organise des jeux de conférences, etc. Ça, vous pouvez le trouver sur notre site.
programme d'un extrait d'introduction de ce livre. Alors, je vais passer la parole à Anna qui va vous expliquer pourquoi vous ce qu'on ressent en fait, ce constat, hein, c'est quel constat on voit quand on vous rencontre sur le terrain, quelles difficultés nous on perçoit chez les professionnels pour gérer ces situations. Donc là, on va évoquer les nombreux accompagnements qu'on a faits et quelles expériences on en a tirées, parce que chacun peut se retrouver effectivement dans cette situation d'avoir besoin, de souhaiter, de vouloir se faire accompagner pour X raisons. Que ce soit pour avoir un regard extérieur, que ce soit parce qu'il s'agit d'une situation complexe, parce qu'il y a plusieurs structures. Le patient est passé d'un EHPAD à un service d'urgence, à un service de psychiatrie, et que ça implique un certain nombre de participants, et du coup c'est compliqué de faire une RMM ou une analyse des causes sur ce genre de parcours de patient. Donc oui, quand on se retrouve dans une situation, quand on est face à une conduite suicidaire, que ce soit une tentative ou que ce soit un suicide abouti, on est dans une situation qui est complexe à gérer. D'abord pour les professionnels, parce qu'on est surpris de par la faible prédictibilité, on le sait, on en a parlé ce matin. Et on sait que malgré une prise en charge optimale, quand on a mis ceinture et bretelles, néanmoins, on peut passer au travers des mailles du filet et malheureusement, on peut avoir une possibilité de passage à l'acte. Et il se trouve que les équipes qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas prêtes à se projeter dans ces situations-là, je souhaite à chaque équipe de pouvoir se projeter et de ne pas les avoir, mais néanmoins, le fait de pouvoir se projeter dans ces situations-là, de s'y préparer, permet du coup d'éviter cette prise en charge forcément désorganisée. Quand on n'est pas prêt, c'est compliqué. Quand on n'a pas eu une formation sur une prise en charge d'une strangulation ou d'une pendaison, c'est pas simple quand on est souvent la nuit, qu'on est avec un aide-soignant, parfois avec des vacataires, parce qu'encore une fois, c'est la nuit, c'est pas simple quand on n'a pas pu anticiper cette situation-là. Clairement, la complexité de cette situation, elle émane aussi beaucoup de la sidération des équipes. Et ce sont toutes les équipes qui sont sidérées, c'est-à-dire c'est autant les soignants qui sont dans les équipes, que les administratifs, que la direction, même que les soignants qui n'étaient pas présents. On le retrouve très fréquemment. Donc il y a clairement une sidération et un impact émotionnel qui est fort, du coup, autant de la part des professionnels, mais aussi chez les autres patients ou les autres résidents. Ça rajoute encore une dimension à gérer dans cette situation déjà chargée et assez lourde de sens. Dans cette situation aussi complexe, autre situation à gérer, les professionnels vont être entendus, auditionnés par l'enquête de police. C'est pas tous les jours qu'on y va et qu'on va témoigner et qu'on va se retrouver devant un procès-verbal à signer. Ça aussi, c'est compliqué à vivre pour les professionnels et du coup, il va falloir le gérer ça. Et l'ensemble, on vous a simplement cité des situations complexes à gérer pour le professionnel. Et la complexité de cette situation fait qu'un débriefing est clairement le bienvenu, est clairement indiqué. Et le débriefing, il est intéressant s'il se fait en pluriprofessionnel. Si on est entre soi, ça sert, on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc le débriefing, il doit être en pluriprofessionnel, d'une part, et il a besoin de se faire le jour même, au plus tard le lendemain. Donc vous voyez, on est déjà dans une situation de crise, c'est déjà compliqué, et en plus de ça, il va falloir se retrouver entre soi autour de cet événement grave qui vient de se passer. Donc, on a besoin de se retrousser les manches, il y a besoin de piloter ce débriefing. À quoi va-t-il servir ? Il va d'abord servir à reconstituer la chronologie de l'événement. On est dans le feu de l'action, on est déjà en train d'écrire la chronologie de ce qui s'est passé. Depuis quand le patient est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, sa prise en charge, etc. Tout ça, on le trace parce qu'on sait bien qu'après une crise, on a une amnésie post-traumatique qui fait qu'on oublie les choses. Donc, traçons donc cette chronologie.
et elle servira du coup pendant le débriefing ce sera une base d'analyse, une première analyse à chaud. Donc clairement une analyse à chaud qui a son intérêt majeur, qui est de dégager les premières causes qu'on voit, qui nous sautent aux yeux de l'événement. Donc à chaud, là on est le jour même, au plus tard le lendemain, et on commence déjà à réfléchir aux causes de cet événement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va falloir rapidement mettre en place des mesures qu'on appelle des mesures immédiates. C'est très spécifique aux conduites suicidaires. Ces mesures immédiates, elles ont vraiment tout leur intérêt parce qu'elles vont permettre de limiter la récidive d'un événement similaire. Alors, quand on est dans une situation de crise et qu'on vient d'avoir un suicide dans son établissement, on est déjà tous sidérés, on est en situation de crise. Peu de personnes, peu de professionnels s'imaginent qu'on peut avoir un suraccident dans cette situation et qu'on peut très rapidement avoir un nouveau suicide dans des situations similaires si les mesures immédiates n'ont pas été mises en place. On parle d'expérience, on peut vous en raconter un certain nombre, juste deux. Deux pendaisons d'adolescentes qui sont en service post-crise spécifique pour ados. Elles étaient bien au bon endroit, ces deux adolescentes-là. Et toutes les deux se pendent, décèdent dans les suites immédiates, l'une quelques heures après et l'autre dans les jours de son admission. Donc situation similaire, mode opératoire similaire. Et en fait, ces deux événements se sont passés à 2 mois d'intervalle. Et les 2 mois n'avaient pas suffi, n'avaient pas permis, n'avaient pas suffi, en tout cas l'établissement n'a pas pu mettre en place les mesures immédiates pour pouvoir prévenir la récidive de ce même mode opératoire. De mémoire, il s'agissait, effectivement, quand on parle de câbles, on ne s'imagine pas que des câbles sous un lit puissent être utilisés. Là, il s'agissait simplement de tout petits cordons, les 2 cm de cordon d'un polo. Et ça a suffi. Ah ouais, mais on a recommencé en retard, ouais, c'est vrai. Une autre... du coup, on va passer sur l'autre situation. Et donc, ces mesures immédiates doivent vraiment pouvoir se mettre en place assez rapidement, malgré cette période de stress, parce que oui, ça récidive. L'autre exemple, c'est une succession de 3 suicides avec des modes opératoires légèrement variables, 3 suicides en une période de 6 à 8 mois, et pour lesquels aucun des patients n'avait été évalué sur le risque suicidaire. Donc le débriefing va aussi servir à préparer la communication, à coordonner la communication auprès des professionnels dans l'établissement et auprès des autres patients et de l'entourage. On pense aussi à prévenir la crise médiatique, qui est un risque qu'il faut prendre en considération selon le mode opératoire, etc. Et autre chose qui peut être important pendant ce temps de débriefing, c'est déjà de penser à la prise en charge des professionnels. Alors, autant on se retrouve très fréquemment, enfin dans tous les cas, la direction est présente sur place jour et nuit, l'encadrement aussi, enfin, il y a clairement une disponibilité, le psychologue aussi, il est présent, ça, dans tous les cas, c'est mis en œuvre. Par contre, ce qui n'est pas mis en œuvre, c'est un vrai dispositif qu'on appelle de diffusing qui permet du coup une décharge émotionnelle et ça fait du bien dans ces situations de crise et c'est clairement indiqué aussi. Oui, bien sûr qu'on a parlé des délais courts pour prévenir la récidive. Alors nous, on constate qu'il y a encore de nombreux freins à la déclaration, on en a déjà parlé. Les histoires de volet 1, volet 2, je dirais que c'est que de l'administratif. Là, le sujet, c'est de gérer la situation. Donc, si vous pouvez vous appuyer sur un service qui peut vous aider, là déjà, aujourd'hui, le suicide vient de se passer, et déjà réfléchir avec vous sur les mesures immédiates à mettre en place, et bien pour ça, il suffit de passer un coup de fil, vous nous appelez et on réfléchit ensemble. On le fera au téléphone à ce moment-là en fonction de la situation, mais on est là pour ça.
et après vous ferez votre déclaration secondairement. C'est pas une histoire de 48 heures ou d'une semaine, mais d'abord on vous aide à gérer la situation, enfin à faire le personnage extérieur avec l'expérience qu'on peut avoir, et dans la suite, bien sûr, on vous aidera du coup sur toute la partie analyse, parce que c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans la vraie vie, de pouvoir mettre en place des plans d'action qui soient efficaces. C'est ça le seul intérêt. Le seul intérêt de l'analyse, c'est d'avoir des plans d'action qui soient efficaces pour diminuer le nombre de passages à l'acte. Après, ça se transforme en volet 2, oui, ça c'est pas un souci, c'est franchement pas compliqué. On vous aidera à le faire. Dans cette situation aussi, il y a, dans cette situation complexe, il y a dans un premier temps un recours j'appelle ça la fatalité, autant de la part des professionnels que d'ailleurs de la part de l'entourage du patient, du résident, avec c'est ah bah oui, il fallait bien que ça arrive un jour, bah c'est la énième, etc. Oui, ça c'est un premier réflexe. Mais quand on se met autour de la table en pluriprofessionnel et qu'on analyse, et qu'on se retrouve dans une situation d'analyse profonde des causes, eh bien, on enrichit clairement toutes les causes et on se retrouve avec le constat que vous avez fait, Madame Nicolet, avec un florilège de causes qu'on peut retrouver et du coup avec des plans d'action qui peuvent se mettre en place. Quand on reste dans une situation de fatalisme, ben, cela faute à pas de chance et puis on n'analyse rien finalement dans ces situations-là et du coup on dit que c'était pas évitable parce que comme ça on va pas plus loin. Ouais. Voilà. Oh, pardon. Alors, la situation est complexe aussi pour les établissements qui, du coup, va se retrouver à alerter, enfin, les soignants vont se retrouver à alerter, à prendre en charge le patient. Ça fonctionne bien, ça pose pas de soucis. Là, dans le rôle des soignants, voilà, on monte au créneau, on y va. Dans le second temps, un petit peu hors urgence, le passage sur la vie d'un événement, quand on passe à l'étape de déclarer, c'est-à-dire qu'on va aller écrire ce qui s'est passé, et bien là, on se retrouve déjà avec moins de candidats. Le patient est pris en charge, si c'était une tentative, où on a pris en charge la situation si c'était un suicide abouti. Mais dans le temps de déclaration, c'est-à-dire qu'il va falloir l'écrire à l'ARS, eh bien, on y réfléchit à deux fois, clairement. On réfléchit à ce qu'on va écrire aussi, ça on le sait bien. Et alors, autant les suicides sont très déclarés, c'est la cause numéro 1, c'est l'événement numéro 1 qui est déclaré sur le rapport de l'HAS, autant les tentatives de suicide, et on le voit, le delta entre 2020 et 2021, eh bien, les tentatives, visiblement, en tout cas en Ile-de-France, sont de moins en moins déclarées. Alors, on a convenu que, quelle que soit finalement la conséquence de cette tentative, il n'y a pas besoin de mourir, d'avoir un pronostic vital engagé ou d'avoir un déficit fonctionnel permanent, ça c'est la définition de l'événement grave. Il n'y a pas besoin d'avoir ces conséquences-là pour déclarer un événement indésirable associé aux soins qui serait une tentative de suicide avec, voilà, on a récupéré le patient, la patiente et voilà, en fait, personne n'est allé en réa, tout le monde est vivant. Et bien si, ça se déclare parce que c'est intéressant. L'autre étape d'après, c'est, une fois qu'on a déclaré, c'est d'analyser. Alors là, c'est tout rouge. Rouge, si vous pouvez faire plus rouge, on fera encore plus rouge. C'est extrêmement compliqué d'analyser ces événements suicidaires. Nous, on s'en rend compte parce que c'est des événements extrêmement particuliers par rapport aux autres, à la centaine d'autres événements qu'on a. Voilà, c'est le contexte émotionnel qui est compliqué, qui fait que c'est intéressant d'avoir une tierce personne pour venir aider à analyser et sortir du fatalisme. Et c'est d'autant plus compliqué d'analyser, d'ailleurs, que la situation est sensible. C'est logique. L'étape d'après, c'est une fois qu'on a analysé, qu'on a trouvé les causes, qu'on appelle les causes profondes, eh bien, l'intérêt de la démarche, c'est d'aller caler des actions d'amélioration pour éviter, pour venir contrecarrer ces causes profondes qu'on a comprises. Ouais. Et la dernière étape, c'est de partager. Bon, alors la culture du partage, elle est ce qu'elle est. On l'a collée en orange. Voilà, on peut mieux faire, mais les priorités, c'est vraiment clairement sur l'analyse. Alors, l'analyse d'une cause, d'une conduite suicidaire. Marie-Jo ? Je pense qu'on a tout dit, là. On va passer cette diapo. C'est pas... Si, parce que notre démarche, la particularité de notre démarche, c'est qu'on est dans une démarche. Oui, la particularité de notre démarche, c'est qu'on est dans une démarche de bienveillance. On sent bien vous voir, et bien, on n'est pas là pour vous chercher un coupable, on n'est pas là pour stigmatiser, on est là pour donner confiance,
pour permettre à chacun de s'exprimer en toute transparence et sans frein et sans crainte surtout. Et c'est ça qui va permettre, nous, avec l'élément extérieur, de pouvoir faire émerger les difficultés réelles, les freins, les conflits entre les professionnels, parce que parfois ce qui se passe, c'est que les langues de communication sont des conflits entre personnes, des conflits avec la direction, etc. Donc, notre objectif étant de faire sortir la partie cachée de l'iceberg pour pouvoir la mettre là, en discuter, la partager, qu'elle soit acceptée par tous et par toutes. Et à partir de là, on peut construire un plan d'action. Et on va dire que l'analyse, elle est quand même assez fine. Nous, on a cette expérience-là, on a de la chance, on s'est enrichi par tout ce qu'on lit, nos lectures, nos conférences, nos formations. Voilà, donc ça nous permet de vous apporter notre expertise et surtout rappeler notre vigilance également sur le plan d'action. L'analyse, on arrivera à la faire, on sera là. Par contre, la mise en œuvre, eh bien, nous, ce qu'on voit de notre constat, c'est que la mise en œuvre n'est pas si facile que ça. Parce que 3 jours, 1 mois après, vous ne pensez plus à ça. C'est sur d'autres projets, d'autres problèmes à l'hôpital, où on n'est pas avec problème de personnel. Et les mesures, on ne les mettait pas en place. Donc, une vraie difficulté, c'est de mettre en place, il faut vraiment mettre en place un pilote, un responsable du plan d'action, parce que c'est vraiment difficile et c'est hyper important de pouvoir mettre en place. Alors, il y a des mesures immédiates, c'est-à-dire effectivement, sur son là, c'est effectivement, ça peut être des mesures environnementales. On dit qu'on va vite voir ce qu'on peut mettre en place, mais aussi des mesures de fond, comme la formation, la prévention. Voilà, donc il y a vraiment une temporalité qui est difficile à gérer et pour laquelle on peut vous accompagner. Donc ça, c'est l'image du guide d'analyse qu'on vous propose. C'est une trame, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'à partir de l'expérience, on a compilé et ça vous permet de vous questionner sur la prise en charge de l'événement. On vous l'adressera à tous les participants, c'est ça ? C'est sa petite photo. Pour aller très très vite, elle se divise en 4 chapitres. On va pas vous les passer l'un après l'autre. On vous mettra de toute façon le support sur le site de l'Astarax. Et vous aurez du coup un agrégat, une agrégation d'un certain nombre de situations qui ont été rattrapées ou pas et qui permettent du coup évidemment, pour vous, ce qui est intéressant, c'est de savoir où sont les failles dans la prise en charge, dans votre structure, parce que là, vous pouvez les voir assez vite. Voilà, avec l'évaluation du niveau de risque qui est vraiment, vraiment un sujet. Vraiment, s'il y a une chose à faire, c'est d'aller voir l'évaluation du niveau de risque qui doit être pluriprofessionnel. Vous pourrez lire le sujet, mais c'est à tous les coups, c'est compliqué. Ça. C'est vraiment incontournable. C'est vraiment un des points de réussite de la prévention des entreprises. Les mesures de protection, on en a déjà parlé pas mal avec les surveillances aléatoires, volontairement aléatoires. Les périodes vulnérables, on en a parlé, les admissions, etc. Les sorties thérapeutiques, clairement, on a beaucoup d'événements là-dessus, avec des événements très préparés pendant la sortie thérapeutique. Et les sorties à l'issue d'hospitalisation longue, c'est un classique aussi. Les équipements, le mobilier, tout ça, on en a déjà un petit peu parlé. Peut-être cette diapo-là, en conclusion, on aime bien les synthèses. Si le nœud, vous mettez en place, vous avez tout un dispositif, le nœud et le goulot d'étranglement, c'est clairement le sujet de l'évaluation du suicide et la pluridisciplinarité. On ne peut pas être tout seul dans un coin et évaluer un niveau de risque si on ne partage pas, si on ne communique pas, si on n'est pas en pluriprofessionnel, on ne protège rien, pas beaucoup. Fondation, on en a déjà parlé. Voilà, donc si ça on en a déjà parlé, ça c'est le niveau de déclaration locale, régionale. Voilà. Là, vous êtes au milieu, en marron, donc si vous avez besoin de soutien, vous passez un coup de fil, vous faites un mail, et il y a tout le circuit après de l'événement qui se suit, et vous êtes accompagné en fonction de votre demande, bien sûr, tout du long, jusqu'à ce que votre événement puisse être clôturé, validé, clôturé, et une fois qu'il est clôturé, il est anonymisé, il part à l'HAS, et ça c'est une autre finalité, c'est que du coup, les experts de l'HAS puissent réfléchir sur la thématique, avoir toute cette remontée d'informations pour du coup rédiger les bonnes pratiques. Voilà.